Été 1943. Le haut commandement britannique pensait que l'armée américaine était un groupe d'amateurs utile pour la protection, mais pas pour gagner. Le plan de Montgomery pour les mettre sur la touche en Sicile était censé être le dernier mot, jusqu'à ce que Patton décide de briser toutes les règles du manuel. 17 août 1943. Le matin du 17, le lieutenant-colonel Lyle Bernard, du 3e bataillon du 15e régiment d'infanterie, entra dans Messine, en Sicile. Les soldats américains prirent le contrôle du port. Des drapeaux américains furent tissés sur la ville. Des heures plus tard, à 10h30, une patrouille britannique de la 8e armée de Montgomery arriva, s'attendant à réclamer le prix. Ils trouvèrent des Américains déjà en position. La course était terminée et le général britannique qui était censé gagner avait perdu face au général américain qu'il avait tenté de mettre sur la touche. Ils ne trouvèrent pas seulement la ville occupée. Ils trouvèrent les amateurs appuyés contre le mur, en train de fumer, tenant les clés. Le silence de cette patrouille britannique parla plus fort que n'importe quel discours de victoire. Il ne s'agissait pas seulement de 2 commandants en compétition pour les gros titres. C'était le moment où l'armée des États-Unis prouva qu'elle n'était plus le partenaire junior de la Grande-Bretagne. C'était le moment où les soldats américains montrèrent au monde qu'ils n'étaient pas des amateurs apprenant de leurs supérieurs. Ce fut l'impulsion impossible de 72 heures qui changea tout. L'opération Husky, l'invasion de la Sicile, le premier assaut majeur allié sur le territoire de l'Axe en Europe, la répétition générale pour tout ce qui allait suivre. Le plan fut élaboré par des planificateurs britanniques et américains travaillant sous les ordres du général Harold Alexander qui commandait le 15e groupe d'armée. Alexander était britannique, expérimenté et croyait fermement qu'il fallait donner à Montgomery ce qu'il voulait. Sur les 161 officiers d'état-major à son quartier général, seulement 12 étaient américains. La planification était un spectacle britannique. Ce n'était pas une réunion d'alliés. C'était une salle pleine d'enseignants qui ne pensaient pas que leurs élèves obtiendraient jamais leur diplôme. Pour les Britanniques, les Américains n'étaient pas des partenaires. Ils étaient une rambarde de sécurité glorifiée pour la gloire de Montgomery. Le plan opérationnel donnait à Montgomery le rôle principal. Sa 8e armée britannique débarquerait sur les plages du sud-est de la Sicile et avancerait le long de la côte est par la route principale. Objectif: Messine, la ville portuaire à la pointe nord-est de la Sicile. Prenez Messine et vous contrôlez l'île. La route de Montgomery était directe, de bonnes routes, un terrain côtier, le chemin le plus court des plages de débarquement à l'objectif. C'était là que les batailles décisives seraient livrées et gagnées. L'armée américaine de Patton, la 7e, reçut une mission différente. Il débarquerait à l'ouest des plages britanniques et protégerait le flanc gauche de Montgomery. Rôle de soutien, mission de sécurité. S'assurer qu'aucun Allemand n'attaquerait les forces de Montgomery par l'ouest pendant que les Britanniques avanceraient vers le nord. Le plan supposait que Montgomery ferait face à la plus forte résistance allemande. Sa 8e armée avait l'expérience pour gérer les combats difficiles. Les Américains pouvaient garder le flanc et apprendre en regardant les professionnels travailler. Les documents de planification de Montgomery estimaient qu'il faudrait 6 à 8 semaines pour atteindre Messine. Préparation minutieuse à chaque phase. Accumuler une force écrasante avant d'attaquer. Minimiser les pertes grâce à une avance méthodique. Pas de risques inutiles. C'était du Montgomery pur jus. La même approche qui avait fonctionné à El Alamein. Lent, prudent, professionnel. Quand Patton vit le plan, il comprit exactement ce qui se passait. Les Britanniques s'attribuaient la mission de gloire tout en cantonnant les Américains à un rôle de soutien. Montgomery capturerait Messine et revendiquerait le mérite d'avoir pris la Sicile. Les soldats américains resteraient sur le flanc à regarder. Patton venait de passer des mois à rétablir la crédibilité américaine après la passe de Kasserine. Il n'allait pas laisser Montgomery transformer la Sicile en vitrine britannique qui renforcerait le récit de l'infériorité américaine. Mais le plan était fixé. Alexander l'avait approuvé. Les dates de débarquement étaient arrêtées. Patton devrait exécuter sa mission assignée à moins qu'il ne trouve un moyen de changer la mission. La route 124. La route Caltagirone-Vizzini. La route principale longeant la côte est de la Sicile, des plages de débarquement vers Messine.
la meilleure route de l'île. Directe, bien entretenue, conçue pour déplacer rapidement des armées. Les documents de planification originaux assignaient cette route aux forces britanniques et américaines. Elle était assez large pour que plusieurs divisions puissent avancer simultanément. Les deux armées pouvaient l'utiliser pour pousser vers le nord ensemble. Puis Montgomery changea le plan. Il prétendit que la nécessité opérationnelle exigeait de donner la route 124 exclusivement à la 8e armée britannique. Les forces américaines devraient trouver des itinéraires alternatifs à l'ouest. La justification était logistique. Montgomery argua que deux armées, partageant une seule route, créeraient des embouteillages et de la confusion. Mieux valait donner la route principale à une seule force et faire utiliser les routes secondaires à l'autre. La vraie raison était la fierté. Montgomery voulait la route principale parce que la route principale menait à Messine. Celui qui contrôlait la route 124 contrôlait le chemin direct vers la victoire, et Montgomery n'allait pas partager ce chemin avec des Américains. Alexander approuva le changement. Il faisait confiance au jugement de Montgomery et croyait que les forces britanniques devaient avoir la priorité pour l'avance décisive. Les Américains se débrouilleraient avec ce qui restait. La décision força la 45e division de Patton à contre-marche tout le long du chemin jusqu'à la côte pour trouver un nouveau chemin. Des troupes qui avaient déjà avancé à l'intérieur des terres durent faire demi-tour et revenir sur leurs pas, s'épuisant avant même de pouvoir commencer leur mission assignée. Ils marchèrent en sens inverse dans leur propre poussière parce qu'ils gênaient. Ce n'était pas une décision logistique, c'était une insulte personnelle à chaque soldat américain qui avait débarqué sur cette plage. Quand Patton apprit que la route 124 était maintenant exclusivement britannique, il fut furieux. Ce n'était pas une nécessité opérationnelle. C'était Montgomery, s'assurant que les Britanniques aient le mérite de la capture de la Sicile. Patton étudia sa nouvelle mission, protéger le flanc de Montgomery, utiliser des routes secondaires, rester hors du chemin pendant que les Britanniques avançaient. Ses officiers d'état-major préparèrent des plans pour la mission de soutien. Positionner les forces pour se prémunir contre les contre-attaques allemandes par l'ouest, avancer lentement derrière la progression britannique, contribuer au succès de Montgomery. Patton regarda la carte et vit quelque chose que son état-major ne voyait pas. Si les Américains ne pouvaient pas utiliser la route de l'Est, ils prendraient la route de l'Ouest, et s'ils se déplaçaient assez vite, ils pourraient atteindre Messine avant que Montgomery n'y arrive. Ce n'était pas dans le plan, ce n'était pas autorisé. Cela créerait des frictions avec Montgomery et Alexander. Patton s'en moquait. Les Britanniques venaient de voler la route principale pour s'assurer que les forces américaines restent dans des rôles de soutien. Il allait prouver que la vitesse et l'agressivité américaines pouvaient battre la prudence britannique, même sans les meilleures routes. 10 juillet 1943. Jour J pour l'opération Husky. Les forces alliées débarquèrent sur la côte sud de la Sicile. Les forces britanniques et canadiennes sous Montgomery touchèrent les plages du sud-est. Les forces américaines sous Patton débarquèrent à l'ouest, à Gela et Licata. Les débarquements furent réussis malgré une mer agitée et des parachutages dispersés. En 24 heures, les deux armées avaient établi des têtes de pont et commencé à avancer à l'intérieur des terres. La 8e armée de Montgomery poussa vers le nord le long de la route 124 vers ses premiers objectifs. Syracuse tomba le 11 juillet. Augusta tomba le 13 juillet. Les forces britanniques progressaient régulièrement le long de la côte est. La 7e armée de Patton sécurisa les zones de débarquement et se tourna vers l'ouest pour accomplir leur mission assignée. Protéger le flanc de Montgomery. Empêcher les contre-attaques allemandes depuis la partie ouest de l'île. Les soldats américains étaient en position défensive et regardèrent les forces britanniques avancer vers le nord. Ils avaient réussi les débarquements du jour J. Ils avaient vaincu les contre-attaques italiennes et allemandes. Ils étaient prêts à foncer à l'intérieur de l'île et leurs ordres étaient de garder le flanc, d'attendre que Montgomery avance, de soutenir l'opération britannique. Le 14 juillet, le schéma était clair. Montgomery avançait lentement le long de la côte. Chaque fois que ses forces rencontraient une résistance significative, il s'arrêtait pour accumuler une force écrasante avant d'attaquer à nouveau. C'était la doctrine de Montgomery, ne jamais prendre de risques inutiles, toujours s'assurer d'avoir une supériorité écrasante.
Cette approche donnait aux Allemands le temps de renforcer leur défense. Chaque jour que Montgomery passait à préparer sa prochaine attaque était un jour que les ingénieurs allemands passaient à construire des fortifications. Et pendant que Montgomery avançait prudemment, l'armée de Patton, bien plus nombreuse, restait inactive, protégeant contre des menaces qui ne se matérialisaient pas. La partie ouest de la Sicile avait une présence allemande minime. Il n'y avait rien contre quoi se défendre. Patton alla voir Alexander avec une proposition. Ses forces ne faisaient rien d'utile à rester sur le flanc. Et s'il prenait plutôt la moitié ouest de la Sicile, foncer sur Palerme, capturer les ports de l'ouest, puis tourner vers l'est et avancer vers Messine par l'ouest. Alexander hésita. Ce n'était pas le plan. Montgomery avait la mission principale. Patton était censé soutenir, pas lancer des opérations indépendantes. Mais Alexander voyait la même chose que Patton. La 7e armée perdait du temps et des ressources à ne rien faire. Au moins, la proposition de Patton accomplirait quelque chose. Alexander donna une autorisation vague. Patton pouvait mener des reconnaissances en force vers l'ouest. Si des opportunités se présentaient, il pouvait les exploiter. C'était une permission ambiguë, pas tout à fait une approbation pour une opération majeure, mais pas une interdiction non plus. Patton la prit comme un feu vert. Et quand Alexander envoya plus tard un ordre pour stopper la progression sur Palerme, le chef d'état-major de Patton, Hobart Gay, prétendit que le message radio était arrivé brouillé et demanda une retransmission. La clarification n'arriva opportunément qu'après que Patton soit déjà entré dans la ville. Patton ne désobéissait pas seulement aux ordres, il transformait un dysfonctionnement radio en arme pour sauver la fierté américaine. 19 juillet 1943. Patton lança la 7e armée américaine dans l'une des avancées les plus spectaculaires de la guerre. Son objectif, Palerme, la capitale de la Sicile sur la côte nord-ouest. Distance, plus de 160 km à travers un terrain montagneux. L'état-major de Montgomery avait estimé qu'il faudrait des semaines pour parcourir cette distance. Les routes étaient terribles. Les montagnes étaient difficiles. Tout commandant compétent avancerait prudemment. Patton donna à sa division 72 heures. La 3e division d'infanterie sous le commandement du général de division Lucian Truscott mena l'avance, suivie par la 2e division blindée et des éléments de la 82e division aéroportée. Ils avançaient jour et nuit. Quand les routes devenaient impraticables, les ingénieurs en ouvraient de nouvelles à l'explosif. Quand la résistance apparaissait, les chars la contournaient et continuaient. Truscott avait entraîné sa division à la marche rapide. Le Trot-Truscott, 8 km par heure par courte période au lieu des 5 km par heure standard. C'est ainsi qu'ils couvrirent 160 km de montagne aussi rapidement. Ce n'était pas une marche, c'était un bond de 160 km à travers une fournaise. Patton poussait ses hommes jusqu'au point de rupture parce qu'ils savaient tous une chose, saigner dans les montagnes valait mieux que de rester assis sur un flanc britannique. Les défenseurs italiens furent choqués par la vitesse et l'agressivité. Des colonnes américaines apparaissaient là où elles n'étaient pas censées être. Des villes qui s'attendaient à des jours d'avertissement voyaient soudainement des chars américains dans leurs rues. Des garnisons entières se rendirent sans tirer un coup de feu parce qu'elles ne pouvaient pas organiser de défense contre un ennemi qui arrivait trop vite. Patton avançait avec les éléments de tête. Il poussait les commandants à aller plus vite. Quand les officiers disaient que leurs hommes avaient besoin de repos, il leur disait de se reposer à Palerme. Quand les officiers de ravitaillement disaient que la logistique ne pouvait pas soutenir le rythme, il leur disait de se débrouiller ou d'être relevés de leurs fonctions. Ces soldats répondaient à ce leadership agressif. On les laissait enfin s'exprimer. Enfin, on leur permettait de montrer ce que les forces américaines pouvaient nous faire quand elles n'étaient pas assises sur les flancs britanniques à jouer un rôle de soutien. 22 juillet 1943. 72 heures après le début de l'avance, les éléments de tête de la 2e division blindée entrèrent dans Palerme. La capitale de la Sicile était tombée aux mains des forces américaines. Les chiffres étaient stupéfiants. Plus de 160 km parcourus en 3 jours à travers un terrain difficile. Des milliers de prisonniers italiens capturés, d'immenses quantités de fournitures saisies. Et cela avait été accompli pendant que Montgomery avançait encore lentement le long de la côte Est. La presse s'emballa. Les journaux américains titrèrent sur l'avance éclair de Patton vers Palerme. Le général qui avait nettoyé le désastre de Kasserine,
capturait maintenant des villes plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. Les journaux britanniques furent plus réservés. Ils notèrent que Palerme n'était pas stratégiquement importante. Messine était le véritable objectif. Patton avait mené une opération spectaculaire dans un théâtre secondaire pendant que Montgomery menait la bataille principale. Montgomery envoya des messages à Alexander se plaignant que Patton faisait du grand spectacle. La campagne occidentale était un divertissement. Les vrais combats avaient lieu sur la côte Est, où les forces britanniques faisaient des faces à une sérieuse résistance allemande. Mais tous ceux qui comprenaient les opérations militaires voyaient la vérité. Patton venait de démontrer que les forces américaines pouvaient se déplacer plus vite et frapper plus fort que la doctrine britannique ne le permettait. Il avait couvert plus de terrain en 72 heures que Montgomery en 12 jours. Et il l'avait fait sans les meilleures routes, sans priorité pour les fournitures et sans le rôle principal dans l'opération. L'humiliation de Montgomery fut complète quand Patton transmit par radio son prochain objectif. La 7e armée tournait vers l'Est. Ils se dirigeaient vers Messine et ils allaient y arriver les premiers. Pendant que Patton capturait Palerme en 72 heures, la 8e armée de Montgomery s'était heurtée à un problème. Un problème nommé Catane. Catane se trouvait sur la route 124, la route principale vers le nord menant à Messine. Elle était lourdement défendue par des forces allemandes et italiennes qui avaient utilisé le temps que Montgomery avait passé à préparer son avance pour construire de solides positions défensives. Le plan de Montgomery était de percer à Catane avec une force écrasante, puis de continuer vers le nord jusqu'à Messine. Mais les Allemands ne coopéraient pas. Chaque attaque britannique était repoussée avec de lourdes pertes. Montgomery tenta des mouvements de débordement. Il lança des opérations amphibies pour débarquer des troupes derrière les lignes allemandes. Il fit venir de l'artillerie et un soutien aérien supplémentaire. Rien ne fonctionna assez vite. Les Britanniques étaient coincés. Et chaque jour qu'ils passèrent coincés à Catane était un jour que les forces de Patton pouvaient utiliser pour avancer vers l'est depuis Palerme. L'état-major de Montgomery calcula que même avec les revers, ils atteindraient encore Messine avant les Américains. Patton avait plus de chemin à parcourir. Sa route était plus montagneuse. Il devrait combattre à travers les forces allemandes qui se retiraient devant Montgomery. Les mathématiques disaient que les Britanniques gagneraient la course. Ce que les mathématiques ne prenaient pas en compte, c'était la volonté de Patton de pousser ses troupes au-delà de ce que la doctrine disait être possible. 28 juillet. Montgomery captura finalement Catane après 2 semaines de combat. Ses forces avaient subi des pertes significatives pour prendre la ville qui aurait dû tomber rapidement. L'avance pouvait continuer vers le nord, mais le calendrier était gravement perturbé. Montgomery envoya des messages à ses commandants, soulignant que Messine restait l'objectif. La 8e armée y arriverait la première. La campagne occidentale de Patton était un théâtre sans importance. Mais le chef d'état-major de Montgomery savait la vérité. Ils avaient donné trop de temps à Patton. Si le général américain poussait ses forces aussi fort qu'il les avait poussées vers Palerme, il pourrait bien atteindre Messine le premier. Montgomery reçut cette évaluation et la rejeta. Les Américains ne comprenaient pas la guerre mobile. Ils s'enliseraient dans les montagnes. L'expérience et le professionnalisme britannique prévaudraient sur l'enthousiasme américain. Il était sur le point de découvrir que Patton se moquait de ce que la doctrine disait être possible. 1er août 1943. Les 2 armées se dirigèrent maintenant vers le même objectif, depuis des directions différentes. Montgomery approchait par le sud le long de la route 124. Patton approchait par l'ouest le long de la côte nord de la Sicile. Officiellement, ce n'était pas une course. Le quartier général d'Alexander insistait sur le fait que les 2 armées menaient des opérations coordonnées pour piéger les forces allemandes sur l'île. Mais tout le monde, du soldat au général, savait la vérité. Celui qui entrerait le premier dans Messine revendiquerait la victoire. Celui qui arriverait deuxième passerait le reste de la guerre à se souvenir de ce moment. Montgomery poussa ses troupes épuisées plus fort que sa doctrine ne le permettait normalement. Il lança davantage d'opérations amphibies pour contourner les positions défensives allemandes. Il accepta des pertes plus élevées pour maintenir l'élan. Mais il ne pouvait échapper à sa propre prudence. Chaque fois que les forces britanniques rencontraient une forte résistance, Montgomery s'arrêtait pour préparer une force écrasante avant d'attaquer.
C'était la méthode qui avait gagné à El Alamein et il lui faisait entièrement confiance. Les Allemands ne défendaient pas la Sicile comme ils avaient défendu l'Afrique du Nord. Ils menaient un combat retardateur, retardant les deux armées tout en évacuant leurs forces vers l'Italie continentale. Chaque jour que Montgomery passait à préparer ses attaques était un jour que les ingénieurs allemands passaient à préparer la prochaine position défensive. Les forces de Patton avançaient continuellement. Quand ils rencontraient une résistance, ils la contournaient. Quand les routes devenaient impraticables, ils en ouvraient de nouvelles à l'explosif. Quand les fournitures venaient à manquer, ils capturaient les stocks allemands et italiens. Les soldats américains étaient épuisés. Ils se battaient avec un repos minimal, avançaient à travers les montagnes, subissaient des pertes pour maintenir la vitesse, mais ils voyaient Messine se rapprocher. Ils savaient qu'ils étaient en course avec les Britanniques, et ils savaient que Patton ne leur pardonnerait jamais si Montgomery arrivait le premier. 8 août. Les forces de Montgomery étaient à 65 km de Messine. Les forces de Patton étaient à 80 km. Les Britanniques avaient la distance la plus courte, de meilleures routes et l'avantage d'attaquer le long de la route principale. Mais Patton avait l'élan. Ses forces avançaient plus vite que les forces britanniques, même avec les pires routes. Il gagnait du terrain chaque jour. Montgomery envoya un message à Alexander, se plaignant de la coordination avec les forces américaines. Il suggéra qu'avoir les deux armées courant vers le même objectif créait une confusion inutile. Peut-être que les Américains devraient s'arrêter et laisser les Britanniques finir l'opération. Alexander savait ce que Montgomery disait vraiment. Il avait peur que Patton ne le batte à Messine et voulait l'autorisation de faire stopper les Américains. Alexander refusa. Les deux armées continueraient les opérations. La première armée à atteindre Messine sécuriserait la ville. La course était lancée. Patton manquait de temps. Ses forces étaient encore à 55 km de Messine. Les forces de Montgomery n'étaient qu'à 40 km. Les Britanniques se rapprochaient au plus vite que les Américains. Patton regarda la carte et vit une opportunité. La côte nord de la Sicile avait des plages tout le long de la route vers Messine. Et s'il utilisait la marine pour faire sauter ses troupes par-dessus les positions défensives allemandes, il ordonna à son état-major d'organiser 3 opérations amphibies, débarquer des troupes en avant des lignes de front actuelles, forcer les Allemands à se retirer ou à être encerclés. Ses officiers d'état-major protestèrent. Ils n'avaient pas assez d'engins de débarquement. La marine n'était pas préparée à des assauts amphibies improvisés. La coordination avec les forces terrestres serait un cauchemar. Patton leur dit de faire en sorte que ça marche. 8 août. Premier débarquement à Sant'Agata. Des troupes américaines débarquèrent derrière les lignes allemandes. Les Allemands se retirèrent pour éviter l'encerclement. 11 août. Deuxième débarquement à Brolo. Celui-ci faillit tourner au désastre. Le 2e bataillon du 30e régiment d'infanterie fut presque coupé et anéanti. Les forces allemandes contre-attaquèrent avant que l'avancée américaine principale ne puisse faire la jonction. Le bataillon combattit désespérément jusqu'à être relevé. 16 août. Dernier débarquement à Spadafora. Sans opposition. Les Allemands évacuaient déjà. Patton avait fait sauter ses troupes le long de la côte grâce à des paris agressifs qui faillirent se retourner contre lui, mais ils fonctionnèrent. Montgomery entendit parler des opérations amphibies de Patton et fut furieux. C'était exactement le genre de prise de risque téméraire que les soldats professionnels évitaient. Patton jouait avec la vie de ses troupes pour gagner une course de relations publiques. Mais Montgomery reconnut aussi ce qui se passait. Patton allait atteindre Messine le premier, à moins que les Britanniques ne se déplacent plus vite. 14 août. Montgomery lança sa propre opération amphibie. Des troupes britanniques débarquèrent près de Scaletta, à 20 km au sud de Messine. Les Britanniques utilisaient maintenant les propres tactiques de Patton contre lui. Mais il était trop tard. Les forces de Patton étaient déjà plus proches, et elles avançaient plus vite que les troupes britanniques épuisées ne pouvaient le faire. 16 août. Les forces américaines étaient à 5 km de Messine. Les forces britanniques étaient à 24 km. Les mathématiques étaient claires. Sauf catastrophe, les Américains entreraient les premiers dans la ville. Patton transmit par radio à sa division de tête des ordres explicites. « Soyez à Messine demain ». Il se moquait de leur niveau de fatigue. Il se moquait de la résistance à laquelle ils feraient face. Demain matin,
Des soldats américains seraient dans Messine avant l'arrivée des Britanniques. 17 août 1943. Le matin du 17, le lieutenant-colonel Lyle Bernard, du 3e bataillon du 15e régiment d'infanterie, entra dans Messine. Les soldats américains se déployèrent dans la ville portuaire, sécurisant les positions clés. Il n'y eut pas de bataille dramatique. Les Allemands avaient déjà évacué. Les dernières forces de l'Axe avaient traversé vers l'Italie continentale pendant la nuit. Messine était sans défense. Mais cela n'avait pas d'importance. La course ne concernait pas la défaite des Allemands. Il s'agissait de savoir qui arriverait le premier. Des drapeaux américains furent tissés sur la ville. Patton arriva des heures plus tard et fit une inspection théâtrale du port capturé. Il félicita ses soldats. Il posa pour les photographes. Il s'assura que tous les correspondants de guerre sachent que les forces américaines avaient atteint Messine les premières. La 4e brigade blindée britannique de la 8e armée de Montgomery arriva dans l'après-midi. Ils trouvèrent des soldats américains contrôlant déjà la ville. La course était terminée. Montgomery arriva bien à Messine plus tard ce jour-là, mais il évita délibérément la cérémonie formelle de passation. Il ne donnerait pas à Patton la satisfaction d'être témoin de son humiliation en public. Quand les officiers britanniques atteignirent le centre-ville, Patton les accueillit avec une courtoisie exagérée. Il les remercia pour leur contribution à la campagne. Il se proposa de les informer de la situation à Messine. Il leur frotta le nez dans sa victoire tout en faisant semblant d'être aimable. Il ne les avait pas seulement battus, il les invita à prendre un café. C'était le geste de pouvoir ultime, remercier les Britanniques pour leur contribution à une ville qu'il avait déjà conquise. Le message était clair pour tous ceux qui regardaient. L'armée américaine n'était pas subordonnée aux forces de Montgomery. Les soldats américains avaient traversé un terrain plus difficile, parcouru plus de distance et étaient arrivés les premiers. La presse britannique tenta de tourner les choses. Ils écrivirent que Montgomery avait fait face à une résistance allemande plus forte, que les Américains avaient eu la route la plus facile, que Messine n'était pas la véritable mesure du succès en Sicile. Les journaux américains n'avaient pas cette ambiguïté. Les gros titres célébraient Patton comme le général qui avait battu les Britanniques pour le prix, l'homme qui avait prouvé que les forces américaines pouvaient surpasser n'importe qui au combat quand on leur en donnait la chance. Mais la véritable justification n'était pas dans les journaux. Elle était dans ce qui arriva ensuite. Les commandants allemands tirèrent leurs propres leçons. Ils décrivaient Patton comme dangereusement imprévisible et agressif. Ils qualifiaient Montgomery de prudent et méthodique au point d'être facile à défendre contre lui. Un rapport allemand le captura parfaitement. Patton est le commandant allié le plus dangereux du théâtre. Ses forces se déplacent plus vite et frappent plus fort que toutes les autres. Montgomery est professionnel mais prévisible. Patton avait prouvé son point de vue, mais il s'était aussi créé un ennemi qui se souviendrait de cette humiliation pour le reste de la guerre. La réponse de Montgomery à sa défaite dans la course fut révélatrice. Il prétendit que cela n'avait jamais été une course. L'opération était coordonnée. Les deux armées avaient accompli leurs objectifs. Il argua que ses forces avaient fait face à une résistance allemande plus forte. La route de l'Est comptait plus de divisions ennemies. Les Américains avaient avancé à travers des zones que les Allemands ne défendaient pas sérieusement. Il insista sur le fait que le calendrier avait toujours été flexible. 6 à 8 semaines était une estimation, pas un engagement. Atteindre Messine le 17 août était parfaitement acceptable, même si les Américains étaient arrivés quelques heures plus tôt. Montgomery regardait les mêmes cartes que tout le monde, mais il refusait de voir la même réalité. Il commença à présenter la campagne de Sicile comme un succès stratégique qui prouvait ses méthodes opérationnelles. Il écrivit des rapports après action, soulignant les réalisations britanniques. Il donna des interviews décrivant comment ses forces avaient vaincu la principale résistance allemande pendant que les Américains géraient des opérations secondaires. Plus Montgomery parlait, plus il devenait clair qu'il cherchait des excuses. Les soldats professionnels n'ont pas besoin d'expliquer des victoires. Les explications défensives de Montgomery disaient à tous qu'il savait qu'il avait perdu. À huis clos, Montgomery se plaignit à son état-major du grand spectacle de Patton, des commandants américains qui se souciaient plus de publicité que d'opérations militaires appropriées, de la façon dont la course à Messine avait causé des pertes inutiles.
Son chef d'état-major dut lui rappeler que malgré la route plus longue, la 7e armée de Patton avait subi environ 10 000 pertes totales contre les 12 800 subies par la 8e armée britannique. L'avance américaine avait été plus efficace selon tous les paramètres qui comptaient, et George Patton venait de le faire passer pour un général de second ordre aux yeux de tout le commandement allié. La querelle qui empoisonnerait les opérations anglo-américaines pour le reste de la guerre avait véritablement commencé. Les commandants allemands qui combattirent contre les deux armées en Sicile firent des comparaisons explicites. Leurs rapports après action et leurs témoignages d'après-guerre révélèrent exactement ce qu'ils pensaient de chaque général. Le général Hans Valentin Hüb commandait les forces allemandes en Sicile. Son évaluation était brutale. Montgomery était prévisible. Patton était dangereux. Hüb décrivit le schéma de Montgomery. Accumuler une force écrasante, mener des attaques méthodiques, consolider après chaque avance. Cela rendait Montgomery facile à défendre parce que les commandants allemands savaient ce qui allait arriver. Ils pouvaient préparer des positions, chronométrer leur retraite et contenir les forces britanniques. Patton était différent. Les services de renseignement allemands ne pouvaient pas prédire ses mouvements. Il attaquait quand la doctrine disait que les forces devaient se reposer. Il contournait les positions fortes au lieu de les réduire méthodiquement. Il lançait des opérations avec des approvisionnements inadéquats et les faisait fonctionner quand même. Le maréchal Albert Kesselring, qui commandait toutes les forces allemandes en Italie, arriva à la même conclusion. Les forces britanniques sous Montgomery étaient professionnellement compétentes, mais manquaient d'audace. Les forces américaines sous Patton étaient agressives jusqu'à la témérité et bien plus difficiles à contenir. Le général Fridolin von Senger und Etterlin, qui défendrait plus tard Cassino et qui commandait des forces allemandes en Sicile, captura parfaitement la différence. Se défendre contre Montgomery est un problème mathématique. Se défendre contre Patton est une urgence continue. Les Allemands respectaient l'esprit de Montgomery, mais ils craignaient l'âme de Patton. Cette évaluation parvint au service de renseignement allié. Eisenhower et d'autres commandants supérieurs virent ce que les généraux allemands pensèrent de leurs subordonnés. Montgomery était respecté mais pas craint. Patton était véritablement dangereux. Cela justifiait tout ce que Patton avait avancé sur les tactiques agressives. Les Allemands eux-mêmes confirmaient que la vitesse et l'audace créaient plus de problèmes pour l'ennemi que la prudence méthodique. Mais cela créait aussi des problèmes pour le commandement allié. Montgomery était le général britannique le plus élevé en grade sur le théâtre. Il ne pouvait pas être publiquement critiqué ou mis sur la touche sans nuire à l'alliance. Churchill le soutenait absolument. Les commandants alliés durent donc composer avec la réalité que leur général britannique le plus célèbre était moins efficace que leur général américain le plus problématique. Ils passeraient les 2 années suivantes à gérer cette tension. La campagne de Sicile créa un fossé permanent entre Patton et Montgomery. Ce qui avait commencé comme une rivalité professionnelle devint une haine personnelle. Montgomery ne pardonna jamais à Patton de l'avoir battu à Messine. Dans son esprit, le général américain avait fait du grand spectacle et pris des risques inutiles pour voler la gloire qui revenait de droit aux forces britanniques. La progression de 72 heures de Patton vers Palerme était une exhibition téméraire. La course à Messine était une compétition indisciplinée qui compromettait la sécurité opérationnelle. Les mémoires d'après-guerre de Montgomery décrivaient la Sicile comme une opération réussie où les forces britanniques avaient vaincu la principale résistance allemande pendant que les Américains géraient des objectifs secondaires. Il mentionnait l'arrivée de Patton à Messine comme une simple réflexion après coup, pas comme une défaite. Patton ne pardonna jamais à Montgomery d'avoir tenté de marginaliser les forces américaines. À ses yeux, Montgomery avait volé la route 124 pour s'assurer que les Américains jouent un rôle de soutien pendant que les forces britanniques revendiquaient le mérite. La planification minutieuse de Montgomery n'était que de la lâcheté déguisée en professionnalisme. Ses excuses après la bataille prouvaient qu'il savait qu'il avait perdu. Les entrées du journal de Patton sur la Sicile révèlent son mépris. Il écrivait que Montgomery était trop prudent et que la course à Messine prouvait la supériorité des armes américaines. Il qualifiait les tactiques britanniques de lentes et inefficaces comparées à l'agressivité américaine.
La querelle empoisonna la coopération anglo-américaine pour le reste de la guerre. En Normandie, pendant la bataille des Ardennes, pendant la progression en Allemagne, Patton et Montgomery se firent concurrence au lieu de coopérer. Leurs états-majors se disputèrent les fournitures, la logistique et les priorités opérationnelles. Les chiffres ne mentaient pas. Les tactiques américaines agressives produisaient des victoires plus rapides à moindre coût que le professionnalisme prudent britannique. Et chaque fois que Montgomery et Patton travaillèrent ensemble après la Sicile, les deux hommes se souvinrent de qui était arrivé le premier à Messine. La Sicile changea tout. Sans cette progression de 72 heures vers Palerme, Patton ne commande jamais la 3e armée. Sans avoir battu Montgomery à Messine, les forces américaines restent dans des rôles de soutien. La course à Messine fut le moment où les États-Unis prouvèrent qu'ils n'étaient plus le partenaire junior de la Grande-Bretagne. Ni en capacité industrielle, ni en main-d'œuvre, mais en compétences militaires. Mais la course eut un coût. Pendant que Patton et Montgomery se disputèrent la ville, les Allemands exécutèrent l'opération Lehrgang. Ils évacuèrent 101 000 hommes et 10 000 véhicules à travers le détroit de Messine vers l'Italie continentale. Les Alliés se regardèrent les uns les autres au lieu de refermer le piège. Pendant que les deux titans se jaugeaient, l'ennemi s'échappait par la porte de derrière. Ce fut une victoire pour les gros titres, mais une occasion manquée pour les livres d'histoire. Néanmoins, ce que la Sicile prouva importait plus que ce qu'elle coûta. Les tactiques agressives de Patton, les excuses prudentes de Montgomery, les commandants allemands tirant des conclusions explicites sur quel général était dangereux, et George Patton fut le général qui le prouva au monde.